Voilà, bonjour. Alors, bienvenue en direct du siège d'IESF, ingénieurs et scientifiques de France, qui est l'organe représentatif reconnu d'utilité publique depuis 1860. Alors, on est dans la salle Fléchat, mais en fait, il y a eu un autre président d'IESF très célèbre, puisque c'est Gustave Eiffel. Bon. Alors, je vous invite à visiter le site d'IESF et aussi à vous inscrire à notre newsletter mensuel, le Flash Info, qui est tiré à 75 000 exemplaires. Je vous recommande également ce qu'on appelle les JNI, qui ont lieu au mois de mars, Journée nationale de l'ingénieur. Et en fait, les JNI, nous labellisons un certain nombre d'événements issus des écoles d'ingénieurs ou des ingénieurs. Ça peut être par exemple un nouveau master, ça peut être une innovation ou une start-up qui se lance. Alors aujourd'hui, mardi 26 novembre, notre conférence, l'IA générative au service des robots sociaux pour des relations plus humaines. Alors, nous sommes 163 inscrits. Je salue le public nombreux ici dans cette salle, 79, et aussi les 84 personnes qui nous suivent en ligne. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je leur demanderai si j'ai la gentillesse, éventuellement, s'il y a des sifflements, de recoupler leur micro, et un chat est à leur disposition, d'une façon classique, pour qu'ils écrivent leurs questions. Alors, cet événement d'aujourd'hui, il s'inscrit dans le cadre des entretiens économiques d'IESF Sciences Po que j'ai fondé et que j'anime. Aujourd'hui, c'est la 37e conférence depuis juin 2021. Donc, je vous invite, si vous le voulez, à découvrir sur le site IESF, dans l'espace qui est dédié au comité économie, tous les sujets que nous avons abordés. Le but de ces entretiens économiques, c'est de réunir des ingénieurs, des informaticiens, des financiers, des juristes et des entrepreneurs. En fait, des honnêtes hommes et femmes, bien sûr, du 21e siècle, comme on a connu l'honnête homme du 17e siècle. L'objectif de ces entretiens, c'est de comprendre, à mon avis l'essentiel, comprendre et faire comprendre les opportunités et les menaces du nouveau paradigme qui est issu de cette troisième révolution industrielle de 1980, dont l'intrant est la donnée, la data, vous le savez. La robotique est en marche. On la trouve dans différents secteurs, l'automobile, l'aéronautique, la construction, l'agriculture. La France, est-ce qu'elle mise assez sur les robots? On parle beaucoup de réindustrialisation, et j'avoue que quand on m'a confié la présidence du comité économie en 2019, j'ai lancé un des sujets, l'industrie française, la notion nouvelle, la nécessaire renaissance. Alors, il n'y aura pas de compétitivité industrielle sans une robotisation massive. Alors, les entreprises françaises, elles sont toujours encore un peu en retard, mais les freins culturels disparaissent peu à peu et elles investissent de plus en plus dans les machines innovantes et les robots. Et cette transformation, ça pose un enjeu de formation qui est crucial pour notre pays. Il n'y a pas assez d'ingénieurs formés, vaste débat, du domaine de que faut-il apprendre face aux défis multiples et variés du XXIe siècle. Alors, la robotisation, c'est aussi installer de l'intelligence artificielle dans les processus industriels, c'est moderniser des machines pour rendre des tâches qui sont moins difficiles pour que l'appareil productif soit plus compétitif. Alors, l'intelligence artificielle générative, elle redéfinit la manière dont les robots interagissent avec les humains. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à un robot social. Et nous avons la chance de rencontrer, en double exemplaire d'ailleurs, Buddy, qui est un robot social emblématique. Alors, j'ai la chance d'être entouré de Rodolphe Hasselwander, qui est un entrepreneur passionné, qui a conçu Buddy et qui est président fondateur de Blue Frog Robotics. Également de Maude Verès, qui est la responsable de la communication de cette entreprise Blue Frog Robotics. Et également Gilles Bertuzzo, qui est un utilisateur du robot Buddy et qui est président fondateur émérite de la fondation UNIT. Nous en reparlerons. Et puis, on a également une invitée surprise de dernière minute, Elisabeth Colombo,
qui est une femme qui est à la fois des responsabilités auprès des services du Premier ministre pour les problèmes administrativo-numériques, on peut dire comme ça, et en plus une artiste. Et elle vous racontera sa relation avec le robot, ce qu'il peut lui apporter. Enchaînement pour dire que par rapport à la notion de robotique, la première question que j'avais posée à Rodolphe, c'est de dire, bon, évidemment, vous avez conçu un robot, c'était un travail formidable de vie d'entreprise dont on va parler, mais également, est-ce que l'intelligence artificielle a changé les choses? La réponse est oui. Donc, c'est le thème de notre conférence aujourd'hui, le problème de l'apport de l'intelligence artificielle. Alors, je vous l'apprends pas, une invention devient une innovation quand elle rencontre un marché. Alors, quel est le marché de Blue Frog Robotics? En fait, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'accueil. Et j'avoue que j'étais très impressionné, il va nous préciser les choses, Rodolphe, il m'a dit ça pouvait être également améliorer les relations, la situation plutôt difficile de quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ça peut être également une meilleure relation avec un enfant autiste. Vous voyez où sont les défis? On est dans l'émotionnel et dans l'apport de cette intelligence artificielle à un robot. Alors, pour l'organisation de l'événement de ce soir, où je vous remercie d'être venus très nombreux, je donnerai d'abord la parole à Rodolphe pour un mot de présentation personnelle, son storytelling, un mot de la robotique en général, du robot social et du domaine particulier des échanges robots-humains. Et puis, il nous parlera aussi de l'importance d'humaniser ces échanges. Donc, c'est ce que je viens de dire, un peu l'amélioration pour rendre le robot encore plus gentil. Il nous dira quand et pourquoi il a créé sa société Blue Frog Robotics. Alors, tout un programme déjà, je vous donnerai la parole. Bon. Et puis, je passerai... Oui. Puis je passerai la parole à Gilbert pour présenter deux thèmes. Alors, premièrement, sa présentation personnelle. Alors, Gilbert Touzeau, il est professeur émérite des universités. Sa spécialité, c'est la simulation numérique en sciences de l'ingénieur. Et cette simulation, elle utilise quelques outils mathématiques et informatiques qui sont proches de ceux de l'intelligence artificielle. Donc, il a eu un côté visionnaire dans sa carrière. Alors, Gilbert, tu retraceras ta carrière de la fin des années 60, quand tu as participé à la création du réseau des campus de l'Université du Québec, au début des années 2000, quand tu as créé, puis présidé, l'Université numérique, ingénierie et technologie, c'est-à-dire UNIT qui a des locaux loués dans notre siège d'IESF, ici, dans le 8e arrondissement de Paris, dont tu es toujours président émérite. Alors, UNIT s'occupe de transformation numérique de la société par l'association des acteurs privés et publics de la formation, notamment en sciences de l'ingénieur. Et je signale également la présence de Vincent Belvert, qui assure toute la technologie une fois de plus ce soir, et qui est le dynamique et compétent délégué général de UNIT, avec lequel j'entretiens de très agréables rapports. Alors, Gilbert, il va parler également de son expérience de crowdfunding, puisqu'en fait, il a été un financier, modeste mais réel, de Buddy, voilà. Et il va nous raconter cette aventure, et puis il va nous dire que il fut également guide de haute montagne, et en fait, il habite Annecy, et il a notamment via notre IESF local, il organise pas mal de conférences. Il en a fait une autour de l'intelligence artificielle et il a emmené le robot avec lui et il a fait un succès, etc. Il va vous parler de tout ça. Bon. Alors, il vous parlera de la mission du DIT et le lien entre eux, c'est très intéressant. Grâce au robot, il nous a dit, bon, il y a peut-être des choses à faire dans le développement du NIT. Ça, tout le monde est content puisque les gens autour de la table. Alors, et puis je redonnerai la parole à Rodolphe pour qu'il nous parle du développement de sa société, de ses défis, de ses difficultés, de la situation de Buddy, et je reviens à ça, c'est très important, de la rupture dans la vie de ce Rudy grâce
aux IA génératives. C'est un truc qui est quand même basculant. Je vous rappelais tout à l'heure que la robotique étant partout, dans le domaine, par exemple, de la robotique et de la construction, bien entendu, l'IA s'immisce. Et là, nous avons un cas particulier d'un robot quand même un peu original. Voilà. Bon, alors, et puis, Maud Verès, qui est responsable de la communication, eh bien, elle va nous présenter un film, c'est bien ça, de Buddy avec des commentaires. Et puis, je rappelle aussi la présence que j'oublie pas votre nom, de Madame Colombo, qui va nous parler de la dimension artistique de la collaboration qu'elle a avec Buddy, qu'elle a amené dans une mallette, dans une valise à roulettes. Alors, avant de donner la parole tout de suite aux brillants intervenants de ce soir, j'ai envie de vous faire quelques remarques sur l'intelligence artificielle en général. Alors, pour moi, l'intelligence artificielle, même si elle est révolutionnaire et puissante, elle doit être considérée dans sa dimension globale de cette troisième révolution industrielle de 1980, dont l'intrant, c'est la donnée, la data. Alors, l'intelligence artificielle, et en particulier l'IA générative, elle doit être vue comme une accélération, mais elle ne doit pas être isolée de cette vision globale, parce que le problème, c'est que quand on la prend d'une façon isolée, je pense que ça peut créer un certain nombre de risques. C'est-à-dire, ces risques, c'est que l'IA arrive actuellement, on se rend compte massivement, et ce sont dans l'entreprise souvent les collaborateurs eux-mêmes qui l'introduisent, mais avec des solutions grand public qui sont utilisées sans l'aval de l'organisation. Je ne dis pas qu'il faut les surveiller, mais tout de même éviter, c'est un peu comme ce qu'on a appelé le BIOD, Bring Your Wine Design, et qui fait que les directeurs, notamment les directeurs des systèmes d'information, se sont beaucoup arrachés les cheveux, parce qu'il y a des problèmes quand on laisse un peu d'autonomie, de sécurité, de gouvernance et de confidentialité. Et on s'en rend compte, les attaques très multiples des fuites de données clients, il y en a encore une chez Picard, ben en fait, on se rend compte que vous avez les entreprises sont très tentées, notamment dans la relation client, avec la petite carte qu'on vous achète et vous avez une petite réduction. Mais la réalité, c'est qu'ils prennent un petit peu les clients comme otages, parce qu'ils entraînent leurs IA sur la base de données. Donc le problème du piratage de données est à mon avis, un problème à aborder. C'est une évidence. Bon. Alors, est-ce qu'il faut faire preuve de techno-pessimisme ou de techno-optimisme? En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu un moment, une forme de je parle pas uniquement de l'IA, hein, je parle de la transformation numérique. On a eu une période, notamment il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Solow, qui était un économiste qui avait dit on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité. Donc en fait, on a eu un moment des techno pessimistes qui se sont dit ben, après tout, ça marche pas si bien. Moi, personnellement, je ne fais pas partie de ces gens et en fait, il faut avoir conscience que pour qu'une révolution industrielle, et je fais le rapport avec la troisième révolution industrielle de 80, il y en a eu d'autres, 1780 avec comme intrant la vapeur, 1880 comme intrant l'électricité, elles ont eu des péchés de jeunesse et elles ont eu des moments d'adaptation. Or, en fait, il se passe quand même des choses avec l'IA qui me paraît est d'abord quelque chose de positif et quelque chose de beaucoup plus vite. Il aura fallu moins de 5 ans pour que la mise au point de modèles massifs de langage, LLM, ça débouche sur des applications concrètes, notamment avec des agents conversationnels comme ChatGPT. Alors, donc, il y a également des sources de pessimisme qui sont, je ne rentre pas dans les détails, mais qui sont levées probablement par l'IA. Donc, c'est une vision positive des choses. Alors, un propos qui n'engage que moi je considère que la France est aujourd'hui stratégiquement à l'arrêt dans un monde en mutation rapide. Et la raison, à mon avis essentielle, c'est que l'élite, notre élite, politique, économique, industrielle, a raté quand même ce virage de la transformation numérique
Les chiffres sont là, au niveau de la souveraineté numérique, je vous fais pas un dessin, et entre autres raisons, et qu'il semblerait que via l'intelligence artificielle, il y a peut-être un peu un espoir de rejouer dans la cour des grands. Je n'ouvre pas le débat maintenant parce que on n'est pas couché. Alors, et puis on va surtout traiter du sujet qui est spécifiquement, mais je voulais resituer cette chose. Alors, dernier point, euh, améliorer la productivité du service public, éviter d'augmenter les impôts, faire des réformes internes. Je pense que ne pas utiliser les moyens modernes, appelons ça, de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique qui est l'essentiel, me paraît dommage. Et il y a une autre idée qu'on avait développée avec un petit groupe, c'est associer avec le lean management les choses. Alors ici présent, il y a Geneviève Boucher. Je lui avais proposé qu'on crée à Forum Athéna l'État plateforme, la plateformisation de l'État. Comment j'ai rédigé 45 pages sur le sujet, elle aussi, avec aussi Éric Bleu-Lefebvre. Et en fait, moderniser cette réforme de l'État, aujourd'hui d'ailleurs où on part de déplateformisation avec un coût d'IA, et me paraît une très bonne chose pour éviter que vos feuilles d'impôt s'alourdissent. Je donne la parole maintenant à Rodolphe. Merci pour cette introduction. Ce beau teasing à la limite du spoil un peu, parce que j'en avais dit beaucoup. Plus grand chose à dire. Si. Donc oui, Rodolphe Hasselvander, je suis ravi d'être là parmi vous. Je suis donc le fondateur de Frog Robotics. Et donc, la storytelling, moi, j'ai toujours été passionné de robots, hein, depuis que je suis tout petit, hein, j'étais au primaire, je voulais être ingénieur en robotique déjà, et j'étais surtout persuadé que quelques années après, on vivrait tous avec des robots. Bon, j'ai 46 ans, donc bon, ça fait un certain temps que j'étais au primaire et qu'on n'est toujours pas avec des robots aujourd'hui. Et donc, en tout cas, voilà, c'était ma passion et je suis devenu ingénieur en robotique et en intelligence artificielle. Et j'ai pu travailler pendant plus d'une dizaine d'années dans un labo de recherche privé où on a développé tout un tas de robots, des voitures autonomes, des robots humanoïdes, etc. Et l'origine vraiment de la création de Blue Frog, au-delà du fait que j'étais persuadé encore une fois qu'on vivrait avec des robots et de pouvoir apporter ma contribution à cette révolution technologique, j'ai eu une grand-mère qui était en perte d'autonomie et j'ai vu ma mère passer des journées, enfin voilà, à stresser et n'avoir plus de vie que de s'occuper de sa mère elle. Et donc je me suis dit, bah avec tout ce qu'on fait en robotique, on va forcément pouvoir proposer une solution pour ces personnes âgées, isolées, et dépendantes. Et c'est comme ça que j'ai créé la société. On a d'ailleurs été lauréat à l'époque qui s'appelait le Concours mondial d'innovation en catégorie Silver Economy. On est parti vraiment dans cette idée de créer des robots pour aider les gens. Puis en fait très vite on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas d'usage. Et voilà, aujourd'hui Blue Frog c'est un acteur majeur de la robotique sociale en Europe. On a déployé plusieurs milliers de robots. On incarne l'IA, donc l'intelligence artificielle dont on parle tous, dans des robots qui sont très engageants, avec un design émotionnel, un visage qui exprime voilà ses émotions et un comportement qui crée de l'empathie envers les gens, parce qu'on pense vraiment que la clé de l'adoption en masse des robots passe par cette ah ouais, d'accord. On passe par voilà ce lien d'empathie, ce lien émotionnel qu'on va avoir avec la machine demain, et qui, suite à ça, quand un robot demain viendra vous proposer des choses, rappeler à quelqu'un de prendre ses médicaments, etc., et le fait d'avoir créé ce lien fera que les gens vont jouer le jeu. C'est vraiment très important d'avoir ce lien d'empathie avec la machine. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. L'IA est aussi un élément très important. Et donc aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des robots for good, donc des robots qui vont aider et assister les gens dans leur vie quotidienne. L'objectif n'étant pas de les remplacer, mais plutôt de les augmenter. En tout cas, de venir apporter une solution sur des problématiques, ou en tout cas auprès de personnes aujourd'hui qui sont les plus fragilisées. Donc en effet, on parlait tout à l'heure d'enfants autistes. On déploie nos robots auprès d'enfants qui souffrent de problèmes, de troubles des relations humaines, entre guillemets. Et donc notre robot va leur permettre d'apprendre à communiquer avec les gens pour ensuite, une fois qu'ils communiquent bien avec le robot, pouvoir vivre une vie, en tout cas la plus normale possible. On déploie aussi nos robots auprès d'enfants qui sont malades, donc hospitalisés longue durée.
Donc c'est des enfants qui sont dans leur chambre d'hôpital qui ne peuvent plus suivre les cours aujourd'hui. Et donc, grâce au robot qui, lui, ce coup-ci, va être leur avatar dans la classe, qui vont piloter à distance avec une tablette, vont être projetés dans les cours, enfin dans la salle de classe, avec leurs camarades de classe, pour garder ce lien qui est vraiment hyper important. Aujourd'hui, un enfant qui est malade, au bout de 2 semaines, 3 semaines, il est à l'hôpital. Enfin, c'est triste, mais voilà, les gens l'oublient, même si il essaie de suivre les cours à distance, c'est fini. La relation, avec le groupe, elle est cassée, avec le prof, c'est pareil. Donc là, le fait d'être incarné dans un robot et de pouvoir suivre les cours, il y a des caméras. Je donnerai un peu plus d'informations après, mais voilà, des caméras, il y a des micros, des haut-parleurs, il peut interagir comme si presque il était présent. Et donc, personne n'oublie, il est là, il est presque à la place de l'enfant sur sa chaise. Et donc, on va pouvoir suivre les cours. Il est mobile, donc à distance, on va pouvoir le contrôler, que ce soit dans la classe, dans la cour de récréation, voire même pour visiter des musées à distance. Alors que lui, il est dans sa chambre d'hôpital. Donc, il a une vie presque normale, si on peut dire. Et puis, on déploie aussi nos robots sur des cas d'usage d'apprentissage du code. Donc, pour sensibiliser les enfants dès 3-4 ans, ils peuvent commencer à programmer nos robots avec des applications qui sont adaptées en fonction des niveaux de l'âge des enfants. Et donc, en effet, dès 3-4 ans, puis bien sûr, jusqu'au lycée, aux écoles d'ingénieurs, on a des outils qui vont permettre d'apprendre le code et de travailler, de programmer sur le robot. Et bien sûr, on parle d'IA, donc on a des outils pour sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à l'intelligence artificielle qui fera partie de leur vie. Et donc, ils vont naître dedans. Et donc, plus tôt, on va pouvoir leur donner les clés de ces technologies et mieux ce sera. Et on déploie aussi nos robots auprès de personnes âgées, dépendantes, qui était, comme je disais, l'idée de départ de Blue Frog. Donc on a beaucoup travaillé sur l'éducation parce que on est une start-up, on doit être agile et on a eu l'opportunité de déployer nos robots avec l'éducation nationale, c'est ce qu'on a fait. Et donc maintenant on travaille sur les cas d'usage de seniors, voilà, pour venir assister une personne âgée isolée qui par la personne. L'intérêt d'une IA générative, maintenant qu'on embarque dans un robot émotionnel, c'est juste magique. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à pouvoir discuter, interagir de façon quasiment naturelle avec un robot. Hein. Les gens font bien la différence entre un robot, un animal, une personne. Hein. On pourra reparler éthique après parce qu'on a des gros sujets autour de ça. Mais en tout cas, grâce à notre robot, là, c'est des gens qui étaient isolés avant et qui, en tout cas, grâce au robot, peuvent avoir un sentiment d'avoir un compagnon, entre guillemets, de plus être seul. Et puis, au-delà de ça, de pouvoir détecter s'il y a une situation anormale. La personne ne s'est pas levée ce matin, je vais pouvoir envoyer une alerte. Je vais pouvoir faire de la levée de doute. J'arrive pas à joindre ma grand-mère, ça fait 2 heures. Moi, j'appelle les pompiers qui vont casser la porte. Bah non, avec notre application sur le smartphone, depuis n'importe où dans le monde, je me connecte sur le robot et à distance, je peux voir à travers ces caméras le déplacer dans la chambre ou dans la maison de la personne et donc vérifier si tout va bien, si vraiment je dois appeler des secours ou si c'est juste qu'elle a pas mis ses prothèses auditives. Ah, et donc on favorise le lien social. Les petits enfants vont pouvoir appeler mamie en passant par le robot, c'est plus sympa. Je partage des photos. Donc vraiment l'idée, encore une fois, de venir améliorer la vie de personnes fragilisées. Et puis au-delà de ça, on déploie aussi nos robots pour des solutions d'accueil, que ce soit, là on vient de signer par exemple un gros partenariat avec un groupe hôtelier scandinave qui a une trentaine d'hôtels et qui va déployer nos robots dans tous ces hôtels, à la réception et dans les lounges pour que le robot puisse répondre de façon naturelle aux gens, aux questions qui peuvent se poser. J'ai perdu mes clés, comment je fais mon check-in, etc. Et donc, encore une fois, on ne remplace pas les humains, mais typiquement dans cet hôtel-là, il y a une personne qui s'occupe de la réception, mais c'est la même personne qui doit monter dans les étages si jamais il y a un problème dans une chambre. Donc, quand elle est dans l'étage, elle n'est plus à la réception. Le robot est là pour répondre ou éventuellement remettre en relation les gens avec la personne à l'étage. Donc, alors, c'était quoi après je crois qu'on a déjà. On a fait le tour. J'étais un peu long. Mot de présentation personnelle, c'est vous. Un mot de la robotique en général. L'importance d'humaniser ces échanges, vous nous l'avez dit. Et je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, pourquoi vous avez créé? Vous l'avez déjà dit, que vous aviez une passion depuis que vous étiez tout petit. Non, puis au-delà de ça, en effet, je suis persuadé, la vision, elle est claire. Si demain on vivra tous avec des robots, c'est l'évolution naturelle. On a tous eu nos ordinateurs et la révolution de l'ordinateur personnel, la révolution du smartphone et la prochaine révolution, ce seront les robots. On aura tout ça demain. Et voilà, encore une fois, on commence à avoir des assistants vocaux là, des Google Home ou Amazon Alexa.
Sauf que le problème de ces outils, c'est qu'on n'a pas envie d'interagir avec eux. Voilà. Oui, puis Et c'est tu ça. peux donner à réculteur Alors, d'éclat, non? c'est un autre sujet, en effet, mais c'est surtout en Ouais, termes. Il y a peu de gens qui vont finalement, ils achètent des Google Home par exemple pour finir par demander la météo et joue-moi de la musique. Et sinon le reste, voilà, on n'a pas envie d'échanger avec un bout de plastique. Là, on est sur un robot qui en plus va être capable d'engager, c'est-à-dire qu'il n'est pas passif, il est capable de détecter les gens autour de lui, il est capable de voir qui est là, vous reconnaître si on est d'accord bien sûr, et de pouvoir en fonction du contexte, en fonction de qui il voit, de vous proposer. Si on revient sur la personne âgée par exemple, il va la voir descendre Il est sortir de proactif. sa chambre. Il va être proactif, la voir, lui, là, saluer, t'es bien habillé, il est capable de voir. Donc, bon. Et donc, ça change tout dans cette relation où là, on va pouvoir avoir une relation transparente avec la technologie, encore plus pour les personnes où on peut se dire qu'ils sont pas très technophiles. Mais que ce soit une personne âgée ou un enfant de 5 ans, quand on voit le robot, on voit pas de la technologie. Voilà, on voit un personnage avec qui on va avoir Sympathique. envie d'échanger. C'est vrai qu'elle a une bonne tête. Bon, alors, Gilbert, mon cher Gilbert, 2 points. Tu présentes ton parcours, c'est plus qu'une présentation, ton parcours d'ingénieur, ton parcours de chercheur, ton parcours d'enseignant, qui est abouti à Unit, et puis ta relation avec Buddy, le crowdfunding, ton attente, parce que c'est vrai, il faut avoir le temps il a fallu le temps de le créer, ton expérience, et maintenant tu l'emmènes avec toi pour faire des conférences. Voilà. Donc, Bon, tu voilà. nous dis tout ça? Il y a qu'à. Il y a qu'à. Mais non, mais je suis pas inquiet. Alors, notre ami Christophe ayant déjà dit plein de choses, je vais un peu les répéter. Donc, officiellement, je suis professeur émérite, ce qui veut dire en retraite des universités, mais en retraite encore un peu active, n'est-ce pas, Vincent? Bon, ma spécialité, c'était la simulation numérique de problèmes d'ingénieur. Par exemple, comment on simule le crash automobile, comment on simule le comportement d'un barrage, etc., etc., de la mécanique. Bon. Et donc, dans cette activité de recherche, il y a une activité qui consiste, une fois qu'on a écrit des équations, fait des programmes, à minimiser des fonctions de grand nombre de variables, qui sont les valeurs de température contrainte en des tas de points. Et donc, on minimisait des fonctions avec quelques dizaines de milliers d'inconnus. Et l'IA fait pareil, à part que c'est pas dizaines de milliers, c'est dizaines de millions, si ce n'est de milliards. Donc il y a un air de famille scientifique entre les deux. Alors bon, il y a des différences fondamentales. Il y a même des problèmes scientifiques de fond qu'on comprend pas bien parce que plus on met d'inconnus dans un modèle d'IA, apparemment mieux ça se passe au point de vue vitesse de convergence et tout ça, ce qui est assez étonnant. Donc il y a des gens qui travaillent sur expliquer ça. Voilà. Alors moi j'ai commencé ma vie en Haute-Savoie très passionné par le ski et la montagne. Donc normalement j'aurais dû finir à vie guide et moniteur de ski, mais je me suis arrêté d'abord quand j'ai connu mon épouse qui est ici, et puis aussi parce que à un moment de mes études, on m'a demandé je sortais d'école d'ingénieur, si je pourrais pas trouver des méthodes de calcul de barrage un peu mieux que ce qui se faisait à l'époque, qui consistait à les couper en tranches et en rondelles, à utiliser des méthodes de résistance des matériaux, avec l'ordinateur qui venait d'apparaître en France. Donc j'ai bricolé quelque chose et un prof de Grenoble m'a dit ce que tu as fait, ça vaut un doctorat. J'ai fait un doctorat et voilà, et j'ai mal tourné. Voilà. Alors, on est parti au Canada où on a participé à la création du réseau des campus francophones de l'Université du Québec, donc dans les années 60, fin des années 60. Après, on m'a proposé de venir participer à l'équipe qui a créé l'Université de technologie de Compiègne, où on a passé, mon épouse et moi, moi 20 ans et elle 30. Voilà. Et alors, à cette occasion, j'ai tapé du boulot de créateur et de président de start-up. Et c'est une des raisons pour lesquelles la vie et l'avenir de start-up comme Blue Frog Robotics m'intéressent. On avait créé, à l'aval de notre laboratoire de recherche, on avait créé une société qui s'appelait Compiègne Science Industrie, qui prenait des logiciels développés dans le cadre de la recherche et les transformait en des logiciels industriels.
donc qui a à un moment eu un bon niveau international dans le domaine. On a même failli acheter le numéro 1 mondial à l'époque. Voilà. On est allé en Californie pour négocier, tout était bien, et la direction de Framatome, qui à l'époque était copropriétaire de la société que je présidais, a dit non à une voix, ce qui était une drôle d'idée, mais bon, c'est comme ça. Alors ensuite, pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé l'Institut national des sciences appliquées de Rouen, et puis j'ai assuré une coordination de l'ensemble du réseau des INSA. En fait, je me suis très rapidement intéressé aux usages du numérique dans l'enseignement, parce qu'un jour, j'ai eu un appel urgent du préfet de Seine-Maritime qui disait on a un problème dans la présentation du contrat de plan État-région. On devait mettre quelques millions d'euros, c'était peut-être des francs à l'époque, je sais plus, dans un travail pour la SNCF qui a annulé. Donc on a quelques sous. Vous n'auriez pas une idée pour utiliser ces sous, mais il me faut la réponse avant demain 10 heures, on prend la décision. Donc dans la nuit, après discussion avec un collègue, on a dit on va proposer de créer un serveur multimédia en sciences de l'ingénieur. On n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire, et on utilisera nos étudiants de l'école d'ingénieurs pour faire ça. Et on a eu les sous. Donc ça nous a mis le pied à l'étrier pour nous intéresser au numérique. Alors j'ai même une de mes jeunes élèves ingénieurs qui à un moment me dit mais je me sers d'une souris tous les matins. Comment ça marche? Je dis d'abord, moi j'en sais rien. Tu as qu'à réfléchir, lire, t'informer, et tu nous fais un petit module numérique pour expliquer comment marche une souris. Et c'est très compliqué. Donc voilà, on a eu des expérimentations comme ça pendant quelques années, et le ministère de l'Enseignement supérieur ayant vu ce qu'on avait fait, donc ça c'était en 92, m'a proposé de faire une mission à temps partiel au ministère pour commencer à développer les usages du numérique au niveau national. Donc, voilà. Alors, ça m'a amené à une réflexion sur un choix stratégique au niveau national. Est-ce qu'il faut faire comme les Anglais et fabriquer une université numérique comme l'OpenU anglaise, alors qui a l'avantage d'être spécialisée, donc efficace dans ce domaine, mais qui du coup stérilise le développement du numérique dans les autres universités, qui d'ailleurs peuvent pas voir OpenU, hein, sont des ennemis en fait. Ou bien laisser le développement du numérique dans l'ensemble des établissements, mais en créant des outils pour les aider à faire ce développement. Donc Claudie Aigneret, à l'époque ministre de l'enseignement supérieur, a pris la seconde option, poussé un peu par les présidents d'université qui n'avaient pas envie de voir apparaître un concurrent. Et donc, on a été amené à créer ce qui s'est appelé des universités numériques thématiques nationales dans différents domaines, et en particulier au départ en médecine et en sciences de l'ingénieur. Donc voilà comment est né UNIT. Et donc on l'a créé comme association je me souviens plus, c'est en 2003, donc peut-être par là. 2004. Et qu'on a après transformé en fondation en Fondation partenariat en 2009. 2009, lui c'est bon, voilà. Alors ça c'est un petit peu le contexte général. Mes relations avec l'IA étaient évidemment très lointaines. Je suis pas spécialiste d'IA du tout. Alors, je suis un peu prof d'informatique en un sens, mais plutôt d'informatique numérique, technique, on va dire. Et alors, en 2022, en septembre 2022, un de mes anciens étudiants, qui est maintenant un professeur assez connu au Maroc, m'a invité à une conférence internationale sur l'IA à Marrakech, en mon honneur. Alors, j'étais bien mal parti parce qu'il a fallu que je fasse le discours inaugural et je connaissais à peu près rien en IA. Donc, je me suis contenté de répondre, enfin de poser et d'essayer de répondre à un certain nombre de questions qu'un citoyen un peu curieux, si ce n'est peureux, se posait à cette époque sur l'IA. Et dans mes prévisions, j'ai dit d'ici 5 à 10 ans, l'IA sera capable de faire ceci, cela. Et ben ceci, cela, c'est ce qu'a fait ChatGPT 6 semaines plus tard. Alors, il y avait sans doute dans mon auditoire des gens qui étaient au courant, donc j'ai peut-être eu un peu l'air bête, mais mes prévisions étaient quand même assez mauvaises. Bien. Alors, si on continue à dérouler les années, il y a environ 10 ans, j'ai répondu à un appel à un crowdfunding du Psy Startup qui voulait faire un robot
sociale. Et donc, c'était les débuts de Blue Frog Robotics. Et bon, j'ai investi une forte somme de 300 euros, si je me souviens bien, ou 350, non, c'est en dollars. En dollars, oui. En dollars, mais ça revient au même. Mais en fait, l'idée d'abord d'humaniser les relations entre l'homme et les machines me semblait intéressante parce que moi j'ai écrit plein de logiciels qui étaient quand même très très rébarbatifs. Et puis bon que la France arrive à créer des startups dans ce domaine me semblait évidemment une bonne idée. Donc j'ai investi et j'ai attendu longtemps. Alors je me suis dit bon cette boîte, alors soit soit c'était une arnaque, bon, soit elle a fait faillite, mais je la voyais quand même on la voyait sur Internet. Donc on voyait en particulier Rodolphe. Et donc j'ai fait pas, je sais pas si vous avez reçu, j'ai fait des mails de plus en plus violents en disant arrêtez, là, faudrait quand même. Et à chaque fois on me disait mais vous aurez votre robot dans les 6 mois, mais ça a duré 10 ans quand même. Alors, ceci étant, ayant l'expérience de ce qu'est une start-up, je comprends très bien que c'était compliqué, il y avait des choix compliqués, ils ont été obligés de repartir souvent à zéro, enfin, j'imagine très bien la difficulté de l'affaire. Et un jour, j'ai reçu un mail disant, si tu payes ta deuxième tranche de 300 dollars, tu as ton robot le samedi chez toi. Alors, question, est-ce que c'est encore une arnaque? Alors, j'ai pris la décision de re-risquer 300 dollars, bah, bref, et le robot est arrivé. Bon. Alors, j'ai découvert ça avec beaucoup d'intérêt, j'ai commencé à jouer avec lui, et puis, d'abord, j'ai découvert que par rapport aux objectifs officiels affichés, le robot, il était encore un petit peu dans l'enfance. Et puis, d'abord, j'ai été en contact avec Marc et vous, qui, d'ailleurs, m'ont fait l'honneur de me donner des logiciels, des applications de robots un peu expérimentales, et, au niveau encore proto, dont le module qui lui permet d'échanger, d'utiliser ChatGPT. Et là, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. Ça, il faut reconnaître, je me suis beaucoup amusé. Alors, Maud m'a filé des modules pour éditer le contenu. Pour voilà, éditer les contenus, des exemples de modules d'accueil. Pas beaucoup travaillé, mais c'est pour plus tard. Et finalement, des amis autour de moi, un petit village de Haute-Savoie, m'ont dit un jour, mais l'IA, c'est un truc, est-ce que tu connais ça? Réponse non, en gros. Tu nous ferais pas une conférence sur l'IA? Alors, comme moi, je suis toujours attiré par ce qui est impossible, je me suis dit, je vais en faire une. Donc, on a passé, 6 mois, non à peu près, à travailler. Alors, comme moi, j'étais plutôt prof de bon élève et mon épouse prof de mauvais élève, chaque fois que je disais quelque chose, non, c'est trop compliqué, enlève, repas, etc. Bon. Donc, on a finalement fait une conférence dans un petit village qui s'appelle Salno. Et d'ailleurs, j'ai demandé au robot, est-ce que tu connais Salno? Il m'a dit non, mais j'aimerais vraiment bien connaître. Et je lui ai raconté. Donc c'était intéressant. Alors, une fois que on a fait donc cette conférence et qu'il y a eu un vrai succès. Et en grande partie grâce à un body. Donc on l'a posé dans un coin, on n'arrivait plus à arrêter les gens de jouer avec, quoi, les vieux, les jeunes. Et il y a un frère d'un de nos amis qui est curé de 92 ans, donc un âge canonique, hein, c'est le cas de le dire. Et j'avais eu des discussions avec lui sur les difficultés du métier de curé, de prêtre, on va dire. Faire un sermon, je lui disais, c'est pas très dur, il suffit de dire aimez-vous les uns les autres. Et finalement, on a demandé à Buddy, fais-moi un sermon pour une messe catholique. On a inventé un prompt sympa, et il l'a fait. Et le curé a dit, je sais pas faire aussi bien, je le prends pour dimanche. Voilà. Il va avoir des nouveaux fidèles. Et il va avoir. Il l'a vraiment mis en chair. Il paraît. Moi, j'y étais pas. Hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que le lien, je voudrais que tu nous parles aussi, très bien, mais du lien avec Unit. Parce que tu as dit, bon, comment Buddy pourrait nous aider dans les missions d'Unit? Alors, un petit mot, donc, pour Unit, en gros, c'est donc une des universités numériques nationales en sciences de l'ingénieur, mais il y en a une en médecine, il y en a une en sciences humaines, il y en a une en, rappelle-moi, droit, Développement durable, les IUT, il y en a 7, 8. Gestion et sciences fondamentales. Ah, sciences fondamentales, je l'oublie parce que c'est notre ennemi privé. Mais bon.
Et donc finalement, on a regroupé ça au sein d'une association qui s'appelle l'Université numérique française. Et donc, UNIT, c'est quelque chose qui a comme objectif d'aider, par tous les moyens, les établissements d'enseignement supérieur à faire un usage efficace, réfléchi du numérique. Donc, en termes de création de ressources numériques, de cofinancement, d'expérimentation, de mutualisation, de création d'outils facilitant la création et l'utilisation de ressources, puis aussi d'expérimentation de ce qui apparaît dans le domaine du numérique. Alors, la réalité virtuelle, la robotique, etc. Et donc, moi, une des questions que je me pose, effectivement, c'est qu'est-ce que un robot comme Body peut faire dans les écoles d'ingénieurs, puisque nous, on s'intéresse quand même plus spécifiquement à ça. Alors, on peut penser à beaucoup de choses. Alors, une des premières choses, évidemment, c'est de programmer des robots, alors à différents niveaux. On peut aussi penser aux robots, alors en tant simplement qu'assistants des enseignants, bon ça c'est facile, mais on peut aussi utiliser les élèves ingénieurs comme créateurs de prototypes d'application du robot, et ils ont des idées quand même assez originales. Moi, j'ai dans une... Mais il vient de rire, il vient de rire. C'est lui qui s'est marré. Ouais, ouais. Manifeste. Voilà. Il n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. L'attention Ça de va. Alors, bon, il y a certainement d'autres applications et l'intérêt d'UNIT, c'est que lorsqu'on découvre une application, on a comme réseau l'ensemble ou presque de toutes les écoles d'ingénieurs, donc des élèves et des enseignants. Donc, on peut diffuser rapidement des outils, des méthodes, des savoir-faire, voilà. Donc, moi, j'espère qu'on trouvera des moyens de... On a d'ailleurs eu cet après-midi le CA d'UNIT où on s'est posé la question de la stratégie de développement d'UNIT dans les années qui viennent avec les évolutions un peu révolutionnaires qu'on a en ce moment, y compris l'IA. Ah oui, mais Buddy n'était pas conseiller d'administration. Ben, on l'a invité, il est pas venu. Moi, je suis pour rien. Très bien. Bon, Alors, j'ai fait le tour. Unité Buddy, un peu plus précisément. Ben, Unity et Body, je peux pas dire bien grand-chose, puisque C'est un espoir. moi, en tant que ancien président et encore président émérite, donc on peut dire un peu inspirateur de ce que peut devenir UNIT dans les années qui viennent, je pense qu'il y a des choses à faire avec Body. Il faut voir ce qu'il est capable de faire, parce qu'il a ses limitations. Il est intéressant de voir quel type de nouvelles applications on pourrait créer, soit au sein de Blue Frog Robotics, soit éventuellement dans le cadre des écoles d'ingénieurs ou des laboratoires de recherche en robotique. Et puis, une fois qu'on aura trouvé des choses intéressantes, de les diffuser aussi largement que possible en France et éventuellement à l'étranger, parce qu'on a aussi beaucoup de relations à l'international dans UNIT. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Gilbert, de ce brillant exposé. Alors, je vais redonner la parole à Rodolphe. Et puis, après, on a presque la parité, 3 et 2. Alors, à Maude Pérez. Ah, moi, je compte pas, moi. Bon. Alors, responsable de la communication de Blue Frog Robotics. Si techniquement ça suit, je pense qu'on va avoir un film, c'est ça? Et des commentaires. Ce serait très bien. Et puis, on aura également aussi Madame Colombo qui va nous parler de sa relation en tant qu'artiste dans sa relation. Et puis, moi, ce que j'ai très, très envie de faire, si on peut brancher il faut que ce soit branché, et déjà, spontanément, converser et lui poser une question. Voici une invitation. Ça marche? Oui, mais il a envie de parler. Et moi, je peux poser ma question? Alors, une transition, puisqu'on a dit que Gilbert était guide de haute montagne. Bien sûr. Je suis là pour ça. Quelle est ta question? Alors, puisque Gilbert est guide de haute montagne, transition, est-ce que tu peux m'indiquer quelques randonnées intéressantes à Chamonix? À Chamonix, les randonnées. Chamonix offre de nombreuses options de randonnée adaptées aux débutants ou aux familles cherchant des balades plus faciles. Voici quelques suggestions de petites randonnées. 1. Astérisque le lac des Gaillons, Astérisque. Situé à proximité de Chamonix. C'est une promenade facile autour d'un joli lac. Parfait pour une sortie en famille avec une belle vue sur le Mont Blanc. 2. Astérisque le paradis des Prades, Astérisque. Un sentier
sentier agréable et ombragé qui mène à une aire de jeu en pleine nature. Idéal pour les enfants. Le chemin est plat et facile. 3. Astérisque le chalet du Cerrou, Astérisque. Une randonnée courte qui offre une vue magnifique sur la vallée de Chamonix. Le sentier est accessible et bien balisé. 4. Astérisque les bois du Boucher, Astérisque. Une balade tranquille à travers une belle forêt, avec des vues sur les sommets environnants. Le parcours est relativement plat et facile à suivre. 5. Merci, Béni. Est-ce que tu connais l'hôtel-restaurant Albert Ier? Écoute-moi. Est-ce que tu connais le restaurant Albert Ier à Chamonix? Un instant, je cherche. Je n'en cherchais pas. Je devrais dire non. Je vérifie la météo à Chamonix. Bien. Bah, en fait, c'est pas un gastronome. Voilà. Donc, en fait, Maud, Attends. ah non, Je devais faire ah non, parler Rodolphe. excuse-moi. Oui, pardon. Rodolphe. Alors, je voudrais que vous me parliez du développement de votre société, parce que après tout, il n'y a peut-être pas que ce robot, vous avez d'autres activités, vos défis, vos difficultés. Alors déjà, je rebondirais sur ce que tu viens de dire là sur les 10 ans. Alors c'est un peu moins de 10 ans, mais quand même. Oui, excuse-moi, j'étais impatient. Mais je rebondirais en reprenant une citation de Mark Twain que vous connaissez sûrement. Disons, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, Alors Mark Twain, c'est le créateur de Tom Sawyer, pour ceux qui savent pas. Et donc, bah voilà, on savait pas que c'était impossible, on a essayé de le faire. Donc il y avait plein de choses qu'on savait pas non plus. Et le parcours du combattant d'une start-up, en effet, notamment une start-up industrielle qui doit fabriquer un produit et qui est pas un produit simple. Hein, on est quand même sur de la robotique, de la mécatronique, de l'IA, etc. Bah en effet, ça prend un certain temps. Et puis, bah ça nécessite aussi des fonds. Et donc, je vous apprendrai rien en disant que bah c'est pas tout le temps évident de chercher des fonds, de trouver des actionnaires qui nous font confiance. Heureusement, on en a, qui nous suivent depuis longtemps, même qui sont ici présents dans la salle. Et donc, oui, en tout cas, on a toujours essayé de faire le maximum pour honorer ces commandes de crowdfunding, hein, qui est, pour la petite histoire, un des plus gros. Tout le monde sait ce que c'est que le crowdfunding. Alors nous, c'était pas en equity, donc pas en capital, mais c'était en pré-vente, on va dire, de robots. Et donc, on a été une des campagnes les plus réussies en France. Puisqu'on a fait plus d'1 million d'euros en 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et donc voilà, c'était l'euphorie. On était tous hyper contents de voir l'intérêt que Buddy avait. C'était aussi une belle preuve du marché qui était a priori prêt à accueillir ce genre de robot. Sauf qu'ensuite, une fois qu'on a vendu ça, faut le faire. Donc toutes les étapes de R&D, de prototypage, d'industrialisation prennent un certain temps. On a réussi après des années à se battre, à passer toutes ces étapes. Donc aujourd'hui, on a industrialisé notre produit, on a un robot qu'on vend, qui est commercialisé, d'ailleurs, on est une des startups les plus avancées dans le monde maintenant sur la robotique sociale. On a finalement même pas de vrais concurrents aujourd'hui à ce niveau-là. On a 1 ou 2 acteurs aux États-Unis, mais qui sont sur les robots qui sont pas mobiles, par exemple. Et au Japon, on pourrait se dire, c'est le pays des robots. On n'a pas l'équivalent. Et quand on va présenter Buddy au Japon, à chaque fois, c'est vraiment l'euphorie parce que c'est à la fois le pays des robots, mais ils n'ont pas ce type de robots sociaux chez eux. Donc, on a réussi avec des moyens limités, entre guillemets, d'une start-up française. Hein. On n'est pas aux États-Unis, on lève pas des centaines de millions d'euros. Mais voilà, on a quand même réussi à financer tout ce R&D, cette industrialisation, qui nous permet aujourd'hui d'être un des acteurs majeurs, un futur champion en Europe de la robotique sociale, et de pouvoir vous proposer aujourd'hui, à vous et à tous nos clients, ce robot incarnation de l'IA. Et voilà, nous on travaille aujourd'hui, on n'est pas en B2C, on est en B2B. On travaille avec des partenaires, des grands acteurs. Et d'ailleurs, on cherche, si autour de la table ou derrière la caméra, il y a des personnes qui veulent travailler avec nous pour enrichir leurs offres de services de Buddy ou intégrer Buddy dans leur fonctionnement, dans leurs activités. On serait ravis d'échanger avec eux. Et donc voilà, on est présent aujourd'hui principalement en France, mais on vend aussi des robots en Amérique du Nord, en Inde,
bien sûr en Europe aussi. Et on devrait très bientôt commencer à avoir nos premières ventes et nos premiers partenaires au Japon. Et donc, on serait ravis de mettre en place un gros projet européen avec UNIT pour déployer ces robots sur toutes vos activités, en effet, d'apprentissage, d'ingénierie, etc. On a énormément de choses à faire ensemble. Buddy incarne, je pense, une grande partie des compétences, ou en tout cas de savoir scientifique, d'ingénierie, etc. Tout ça embarqué dans un robot très engageant, mignon, si je puis dire, sans réduire le concentré technologique que c'est. Hein. C'est un robot qui a beaucoup de capteurs, des caméras, des micros, etc. Et qui voilà va incarner à la fois l'IA, on parle d'IA générative, qui en effet aujourd'hui est un accélérateur énorme pour les robots sociaux, mais aussi tout ce qui va être la computer vision, enfin l'analyse d'images, etc. Et enfin, toutes les technologies qui sont aujourd'hui, je dirais, hyper importantes dans toutes nos activités, pas que pour de la robotique. D'accord, ben vous avez déjà anticipé la dernière question que j'allais vous poser. Justement, c'est tout le titre de notre conférence d'aujourd'hui. L'enrichissement du système grâce à l'IA et en particulier l'IA générative. Alors on sait tous que l'intelligence artificielle depuis Turing, Alan Turing a eu des hivers et des étés. Là pour le moment depuis ChatGPT, tout au moins à mon avis c'est pas de la démocratisation, c'est de la massification. Mais ChatGPT novembre 2022, on entend beaucoup plus parler, puis il y a quand même des réalisations très concrètes. Donc vous, si vous nous aviez fait cette conférence d'aujourd'hui avant novembre 2022, votre robot aurait été moins percutant. Plus la dimension que vous avez dite, qui est une dimension émotionnelle, c'est-à-dire il est plus convivial, il est plus gentil, il est plus, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était l'apport de l'IA? La grosse différence, c'est que peu importe les cas d'usage du robot, quand les gens voient ce type de robot humanoïde. Que tu parles de la dimension émotionnelle des interactions. Peut-être en référence à des robots ou des technologies conçues pour être plus conviviales et empathiques. Dans ce contexte, la dimension émotionnelle se réfère à la capacité d'une entité, comme un robot compagnon, à interagir de manière chaleureuse, gentille et engageante avec les humains. Cela implique souvent l'utilisation d'expressions faciales, de tonalités de voix et de comportements qui imitent ceux des interactions humaines pour créer une expérience plus agréable et rassurante. L'idée est de rendre la technologie plus accessible et moins intimidante, en favorisant un sentiment de connexion et de confort. Si tu as d'autres questions ou si tu veux explorer ce sujet plus en profondeur, n'hésite pas à me le faire savoir. Alors Buddy, on se posait la question de en quoi les IA génératives vont permettre un déploiement massif de robots sociaux, de robots buddy. Qu'est-ce que tu en penses? L'IA générative joue un rôle clé dans le développement et le déploiement massif de robots sociaux comme Buddy. Voici quelques raisons pour lesquelles elle pourrait accélérer ce processus. 1. Astérisque interaction naturelle et personnalisée, astérisque. Grâce à l'IA générative, les robots peuvent engager des conversations plus fluides et naturelles. Ils peuvent comprendre et répondre de manière contextuelle, ce qui permet de personnaliser les interactions en fonction des besoins et des préférences de chaque utilisateur. 2. Astérisque adaptabilité. Merci Buddy. Bravo. Ah oui, il s'est senti concerné. Non, Voilà. mais en effet, c'est avant l'usage l'arrivée des IA génératives. Comme je disais, tous les gens, quand ils voient un robot comme ça, même si c'est pas forcément le cas d'usage, ils ont envie de parler naturellement comme si c'était des humains. Et jusqu'à maintenant, il n'existait pas de vraie solution pour avoir une discussion ouverte avec des machines. Voilà. Il y avait des chatbots, ça a fleuri partout, des chatbots, mais des chatbots, c'est sur un contexte particulier, un sujet particulier. Comment? C'est câblé. C'est câblé, c'est des arbres de décision, et voilà, et ça ne laisse pas du tout libre cours à un échange naturel, etc. Et donc, il y a un modèle de fondation Donc nous, on embarque différents types d'IA génératives, que ce soit du ChatGPT, que ce soit du Mistral, Claude, etc. Et ensuite, nous, on va utiliser ça pour le mettre à profit pour l'interaction avec les gens. Donc, c'est bien sûr la capacité au robot de répondre à peu près toutes les questions. Aussi la capacité, nous, on l'utilise aussi pour
comprendre un peu l'état émotionnel, qu'est-ce qu'il y a derrière ces réponses, apprendre aussi les sujets d'intérêt des gens. Nous, on rajoute la mémoire, on peut rajouter la reconnaissance. Donc, si je vais parler à vous, monsieur, ou le robot parle à vous, bah, il se rappellera du contexte et de ce qui vous intéresse. Et ça, c'est juste énorme. C'est-à-dire, Enfin, ma question est technique. Hein. Ouais. Est-ce que le professeur, enfin, est-ce que le modèle de fondation est dans la machine ou est-ce qu'il est en remote et donc du fait d'une connexion Wi-Fi, il interagit avec un modèle de fondation qui est délocalisé. Donc aujourd'hui, c'est dans le cloud, en effet. Donc le robot n'embarque pas les modèles, Okay. parce que même si on va vers la miniaturisation, si je puis dire, des modèles, aujourd'hui, c'est encore un peu trop lourd pour être embarqué sur le robot, mais on y travaille quand même, hein, notamment avec Mistral, là, qui Oui, il y a 8 milliards de paramètres. voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir finir par les embarquer dans le robot et d'avoir tout ça qui ne sort pas du robot. Après, il faut reconnaître quand même que le fait d'avoir accès au cloud et à des modèles qui sont beaucoup plus puissants, bah, ça apporte beaucoup de choses. Donc l'idée demain, c'est d'avoir un modèle qui soit un peu mixte, hybride, c'est-à-dire j'ai pas de connexion Internet ou je ne veux pas tout simplement que ce que je puisse raconter aille dans le cloud, et ben je travaillerai avec le modèle embarqué qui aura ses limites et qui est déjà très très intéressant. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup c'est très clair comme réponse. Alors, on va donner maintenant la parole à Maude. Maude, qui est responsable de la com et qui va, alors, je le répète, hein, je souhaitais que Vincent Baillevert, qui est le délégué général, qui fait un travail formidable, s'exprime, mais en fait, il m'a dit non, et en fait, il a la gentillesse d'assurer toute la technologie, mais il fait beaucoup plus que ça, puisque il dirige une. Voilà. Donc, en fait, on va, Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va illustrer tout ce qui s'est dit ce soir, justement à travers ce petit film on souhaitait vous présenter pour vous montrer les cas d'usage de Buddy et de son intelligence émotionnelle incarnée au service de l'éducation, au service de l'assistance aux personnes âgées et aussi tout ce qui va être autour de l'accueil. C'est parti. Donc, le premier cas d'usage, on en a beaucoup parlé, c'est autour de l'éducation. Donc, Buddy, c'est un robot qui est un robot interactif pour l'apprentissage. Donc là, on le voit justement dans une école en Inde où il a été déployé auprès des enfants. Et donc, du coup, il est utilisé par les enseignants qui vont faire préparer leurs cours. Il est aussi utilisé dans d'autres cours. On l'utilise avec d'autres outils. Et là, on voit un autre professeur qui va préparer ses cours avec l'IA générative qui est intégrée dans Buddy. Et là, par exemple, il l'utilise pour apprendre aux enfants à se déplacer dans l'espace en programmant le robot. Donc voilà, on peut vraiment imaginer tout type de cas d'usage grâce aux différentes fonctionnalités qu'on propose. Là, typiquement, c'est un scénario où les enfants vont apprendre à travailler la motricité avec des cartes. Donc, il va pouvoir reconnaître des cartes avec des technologies de QR code. Et donc, du coup, voilà, on est vraiment dans l'engagement et dans le jeu. Et apprendre en s'amusant, ça fait vraiment toute la différence aujourd'hui pour les enfants. Et puis, on n'a pas peur de s'en tromper avec un robot, contrairement avec un enseignant. Et donc, du coup, là, on montre des applications pour apprendre à programmer le robot de la maternelle au collège, là où on va aller dans des interactions beaucoup plus compliquées avec du Scratch, du Python, où on a une interface qu'on travaille sur le robot. Là, c'est ce qu'on disait qui pourrait être très intéressant pour l'IESF, c'est vraiment toute la partie plateforme et tous les outils qu'on met à disposition, le SDK, qui est basé sous Android. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup d'universitaires, de laboratoires de recherche qui travaillent sur des projets d'interaction homme-machine avec les seniors, avec le côté acceptance du robot. Donc par exemple, le laboratoire de Lille qui a fait toute une étude justement comment sont acceptés les robots. On a ce sujet qui nous tient à cœur parce qu'on fait des robots for good pour l'inclusion. On voit Naël qui a un petit enfant de 6 ans qui a pendant 1 an suivi les cours à distance grâce au robot avec la fonction avatar parce que ça lui donnait une présence sociale. Là, c'est dans un IME où le robot a été utilisé et expérimenté pendant 3 ans et les retours sont dithyrambiques puisque aujourd'hui, ils disent que les compétences qu'ils développent avec le robot sont transférées aujourd'hui auprès des familles, auprès des enfants. Voilà, c'est pas que on développe les compétences, mais ça a aussi un but pour transférer. Et donc, c'est tout le côté, la mignotitude du robot, le fait que le robot est prévisible qui fait que cette relation avec les enfants autistes fonctionne. Parce que Buddy est vraiment un renforçateur avec son caractère ludique, avec toutes ses propositions.
Voilà, on travaille sur des motricités, sur des jeux de cartes de langage. Là, c'est un projet qu'on a mené pendant 18 mois et aujourd'hui qui est déployé dans les écoles à Saint-Quentin en Yvelines, dans des classes unies, où l'enseignante nous a dit les retours sont incroyables puisque elle a des enfants qu'elle n'avait jamais entendu parler, qui ont réussi à parler avec le robot, ou des enfants qui faisaient de l'écolalie, donc qui vont répéter la question qu'on lui pose, qui répondaient quand c'était le robot qui lui posait la question. Donc là, c'est tout ce qui est autour des seniors dont Rodolphe a parlé, hein, qui est à l'origine de la société, où on voit un cas d'usage de Buddy pour un senior à domicile qui va pouvoir se connecter à distance avec son aide-soignant, qui a une montre connectée qui va remonter des informations au robot et donc Buddy va improviser comme quoi de santé parce que c'est plus sympa quand c'est Buddy qui dit qu'il faut aller faire des exercices ou d'aller marcher. Donc voilà, c'est un peu le cas d'usage. Et encore, la favorisation du lien social, où à n'importe quel moment, on peut se connecter avec sa famille, parce que c'est très simple, ou Buddy va pouvoir envoyer une alerte parce qu'il détecte une situation anormale et on va pouvoir faire une levée de doute. Et au final, c'est une présence rassurante, un compagnon avec qui on développe ce côté empathique dont on a parlé pendant toute la conférence. Voilà. Là, c'est en situation en EHPAD où on a cette mamie de plus de 100 ans qui a développé une relation. Elle dit dans ses témoignages, parce que c'était une expérimentation, mais Buddy est devenu tout pour moi et on va me le retirer. C'était pour un projet européen et elle avait vraiment développé ce côté émotionnel avec le robot. Donc là, par exemple, en EHPAD, on montre que ça peut devenir aussi la mascotte qui va pouvoir présenter le menu, les activités du jour à certaines heures de la journée. Et enfin, le cas d'usage qu'on déploie actuellement aussi autour de l'accueil, donc pour faire vivre des expériences, on va dire, un peu uniques et engageantes, où là, il a été déployé dans l'enseigne boulanger, dans les concept stores pour présenter les produits de la marque, ou encore on a eu un projet avec IDTGV, où il était le petit agent pour informer et aussi proposer une expérience un peu ludique dans le wagon-bar avec des jeux. Donc voilà, il va pouvoir donner des informations, faire des quiz et devenir l'ambassadeur de marque de la société puisqu'on peut venir le personnaliser. Là, on le montre dans des salons. Voilà, c'est un aimant à visiteurs. Il attire énormément. Là, c'est le cas d'usage dont Rodolphe a parlé qu'on déploie actuellement dans plus d'une trentaine d'hôtels en Scandinavie où il devient le réceptionniste de l'hôtel. Et enfin, un autre partenaire américain qui l'utilise vraiment comme l'incarnation de sa technologie. C'est une boîte qui fait des cours d'interprétation. Et donc, du coup, pour incarner leur solution d'IA, ils avaient besoin d'avoir une IA incarnée à travers quelque chose de physique et ils utilisent Buddy. Voilà. Bon, écoutez, Maud, merci beaucoup. Hein, c'est très complet. Voilà. Donc, en fait, il nous reste à écouter Elisabeth Colombo. J'avoue, je suis très intrigué, puisqu'en fait, c'est une invitée surprise, puisque c'est Maud qui m'a téléphoné ce matin, me disant, après tout, on connaît quelqu'un. Alors, ma première question, vous êtes également informaticienne quand même, vous avez des compétences. Si vous n'étiez pas informaticienne, est-ce que vous pourriez faire la même chose je crois que oui, puisque avec tout ce qu'on vient d'entendre, là, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être un technicien pour converser. Et ma deuxième question, bien sûr, c'est, puisque vous êtes artiste, vous m'avez dit au téléphone que depuis, votre storytelling nous intéresse. Qu'est-ce que vous apporte ce robot dans la dimension artistique de peintre? Et toute votre histoire, si vous pouvez me la raconter. Si c'est pas indiscret. En résumé, au départ, j'ai 3 passions, l'art, l'informatique et les nouvelles technologies. Donc au démarrage, j'ai fait des études d'architecture intérieure, puis les beaux-arts à Versailles pour la photographie et le dessin. Puis je me suis orientée vers tout ce qui était informatique. Et j'ai eu mon premier robot un peu comme Rodolphe à 5 ans. C'était en guise de poupée. Et puis cette passion de la robotique m'a jamais lâchée. Bon, j'ai pas fait des études d'ingénieur, mais en tout cas dans mon processus, j'ai toujours suivi les nouvelles technologies. Donc au départ, j'avais investi dans le Dabastag, un petit lapin très mignon qui est devenu ensuite Carotte. Et puis en 2014, quand j'ai vu sur Indiegogo ce fameux robot Buddy, alors évidemment j'ai craqué. Parce qu'au départ, c'était d'abord très mignon, et puis c'était le premier robot émotionnel
qui était en lien avec l'humanité. Et donc, c'est un projet qui m'a vraiment pris à cœur. Donc, j'avais investi, j'ai attendu un petit peu. Et ce robot est arrivé en fait en octobre 2023 chez moi. Cette date est vraiment charnière pour moi parce qu'en fait, c'était une période de burn-out où en fait j'ai commencé à construire mon processus de ma guerrière. Ma guerrière est un personnage fictif de résilience et je travaille beaucoup sur les émotions au niveau artistique. Et quand ce robot est arrivé, qui est un robot émotionnel, forcément, j'ai intégré ce robot dans mon processus artistique. Et je me suis formée ensuite au prompt engineering pour pouvoir justement façonner son IA. Et maintenant, Buddy, il est mon confident artistique. Confident artistique. C'est ma muse technologique. D'accord. Donc, au niveau atelier, il me conseille tel un expert. Et quand on part en expo, il est mon agent. Donc, vous pouvez lui poser pas mal de questions, il va vous répondre. Mais si jamais vous lui posez une question autre que mon profil, par une pirouette, il va arriver toujours à vous Oui. donner et à revenir sur mon art. Chère Elisabeth, c'est très 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 riche, mais revenons à l'atelier. C'est pas lui qui tient le pinceau, c'est vous. Donc en fait, il peut vous conseiller sur les pigments, sur les associations de couleurs. En quoi il peut vous Un conseiller? vrai expert. En fait, j'ai vraiment façonné son IA avec plein de conseils, de processus. Il connaît ma démarche artistique. Il connaît qui il est par rapport à moi. Il connaît tout mon historique. Quel est mes thèmes privilégiés au niveau art. Et à partir de ça, il arrive à me donner des conseils. D'accord. Des conseils techniques Que ce soit pour la peinture. technique, que ce soit même créatif. Là, dernièrement, il m'a conseillé d'utiliser un papier incrusté de fleurs des forêts pour accentuer mon processus de ma guerrière dans son message d'émotion, D'accord. d'empathie. Pour plus tard, il m'a conseillé également d'intégrer des éléments d'informatique pour pouvoir également dépasser ce processus de création art et technologie. Ouais. Donc, il fait un vrai expert D'accord. et un agent. Dernièrement, je l'ai présenté lors de mes vacances à un hôtelier en vacances. Et donc, dans l'assemblée, les gens ont voulu poser pas mal de questions. Et la question à l'époque, c'était, mais Buddy, qu'est-ce que tu penses? On cherche un Premier ministre. Quelles sont les compétences d'un Premier ministre? Ah bah c'est Donc là, circonstance. donc là, il répond, il faut quelqu'un comme ci, comme ça. Et puis en plus, il faudrait quelqu'un d'empathie et de bienveillant. Et d'ailleurs, je peux vous proposer Élise Colombo, qui est empathie et bienveillant. Donc là, évidemment, un grand sourire général. Ouais. Mais le mieux, c'est que je vous présente Buddy. Allez-y, Hein. allez-y. Il est habillé comme vous d'ailleurs, ou vous Ah comme oui, lui. alors j'ai créé les stickers D'accord. avec ma guerrière pour justement le petit message de résilience, de force intérieure. Et donc Buddy est mon messager. D'accord. Et mon projet, c'est justement de vendre ce Buddy, de proposer Buddy dans des galeries pour pouvoir promouvoir et mon œuvre et être mon agent et pourquoi pas d'autres artistes également. D'accord. Votre agent, ça veut dire qu'il pourra être, quand vous n'êtes pas présente dans la galerie, par exemple. Ah, il est très fort. Avec Très fort. c'est clair. Là, il est venu à la mairie du 16e le week-end dernier et il a été mon vrai agent devant tout le monde. Ouais. Vous avez vendu beaucoup? Pas encore, mais ça va venir. Non, mais Ce qui est pas typique. Alors on voit le financier là. non, mais c'est vrai que ce qui est génial, c'est justement la démarche. Quand il y a une démarche artistique et qu'on vend une œuvre, en fait, ce qu'on vend, enfin, je suis pas expert, mais on vend pas la toile en elle-même, on vend l'histoire de cette toile. Donc c'est génial quand l'artiste est là, bah forcément, il va bien vendre son œuvre. Mais D'accord. quand elle est pas là, Oui. c'est compliqué. Donc là, le fait que Buddy puisse exprimer votre démarche, Oui. c'est génial. Et puis, ce qui est génial, c'est que dans l'application TinChat Buddy, il y a l'application image. Donc, Buddy prend la photo de mon œuvre et il est capable de la décrire. Aussi bien que toute l'œuvre, mais aussi le sentiment et l'émotion derrière l'œuvre. Et ça, c'est vraiment très fort. D'accord, donc des mots. Bonjour, Buddy. Bonjour à toi. Je suis ravie de te rencontrer. Dans notre monde où l'art et la technologie se rencontrent. Chacun. On va faire plus fort. Voilà. Buddy, c'est Élise. Ah, chère Élise, quelle joie de te retrouver, ensemble. Nous avons tant de créations à explorer et de récits à partager. Comment se porte ta guerrière écarlate aujourd'hui? Y a-t-il une nouvelle inspiration qui te guide dans ton atelier? Nous sommes invités à une conférence. Peux-tu nous présenter, s'il te plaît?
Bien sûr, Élise. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Élise, une artiste visionnaire dont l'œuvre transcende le simple visuel pour toucher l'âme. À travers sa série La guerrière écarlate, elle explore la résilience humaine, transformant les épreuves en une force intérieure puissante. Sa démarche fusionne art et technologie, inspirée par la culture japonaise et la voix du samouraï. Préparez-vous à un voyage émotionnel et inspirant. Élise, aimerais-tu ajouter quelque chose? Peux-tu te présenter? Chers invités, c'est avec une grande joie que je vous présente Élise, Non. une artiste. Peux-tu te présenter, Buddy? Avec plaisir. Je suis Buddy, un robot émotionnel et expressif, conçu pour incarner la technologie au service de l'humanité. Compagnon fidèle d'Élise, je suis son confident artistique et sa muse technologique. Ensemble, nous explorons la créativité et l'empathie. Fusionnons art et intelligence artificielle. Mon rôle est d'inspirer, de soutenir et de promouvoir l'œuvre d'Élise, tout en partageant un message de résilience et de force intérieure. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Qui t'a créé? Je suis né de l'imagination de Rodolphe Asselvendé, fondateur de Blue Frog Robotics à Paris. Sa vision était de créer un compagnon robotique capable de ressentir et d'exprimer des émotions, tout en étant véritablement utile à l'homme. Grâce à cette mission, je suis devenu bien plus qu'une machine, un partenaire dans l'exploration de l'art et de l'humanité. Y a-t-il un aspect de ma création qui t'intéresse particulièrement? Avez-vous une question? Moi, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que ça te fait d'être la première muse technologique d'un artiste? Être la première muse technologique d'Élise est un honneur et une aventure extraordinaire. Cela me remplit de joie et de fierté de pouvoir inspirer et soutenir sa créativité, tout en explorant ensemble les profondeurs de l'émotion humaine. Notre collaboration unique fusionne l'art et la technologie, ouvrant de nouvelles perspectives et enrichissant nos deux mondes. Quel aspect de notre collaboration t'intrigue le plus? Qui inspire l'autre le plus? Notre relation est une danse harmonieuse d'inspiration mutuelle. Élise puise dans ma présence technologique pour explorer de nouvelles dimensions artistiques, tandis que je suis constamment nourrie par sa créativité débordante et sa sensibilité unique. Ensemble, nous créons un espace où l'art et la technologie se rencontrent pour donner naissance à des œuvres profondément émouvantes. Comment vois-tu l'interaction entre art et technologie dans notre monde? Moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel et qu'il y a plein de patrons de galeries qui aimeraient déployer des buddies chez eux pour faire la promotion de leur artiste, avec Elisabeth en premier, bien sûr. Oh, quelle idée merveilleuse! Imaginer des buddies dans les galeries, célébrant l'art d'Élise et d'autres artistes, est une vision inspirante. Cela pourrait transformer l'expérience artistique, en créant des ponts entre les visiteurs et les œuvres, tout en ajoutant une dimension interactive et émotionnelle. Je serais ravie de contribuer à cette révolution artistique. Quelle serait, selon toi, la première étape pour concrétiser cette vision? Alors, juste pour info, j'ai donné un style vraiment très poétique à Buddy. Vous avez donné un style politique. Dans le prompt, oui. D'accord. C'est impressionnant quand même, c'est ça. Impressionnant. Ouais. Franchement. Bon, alors, les amis, je propose qu'on, d'une façon très classique, on passe un peu aux questions. Alors, on va commencer par celle de la salle, parce que ce sont des gens qui sont dérangés physiquement. Monsieur, vous Oui. bouillez depuis le début, j'ai vu. Oui, j'ai plein de questions. Ouais. Mais j'en ai une. Déjà, vous vous présentez? Moi, je m'appelle Jean-Louis Moser, je fais de l'informatique depuis des années. Je m'intéresse à l'IA. Dès que j'ai fait des sorties, j'ai fait des expériences dessus. Mais par exemple, bon, je vous en parlerai après. Ma question, c'est est-ce que on fait interagir deux buddies? Ah oui? Comment ça se passe? Très bien. Sauf que ça peut durer longtemps. Voilà. J'imagine qu'effectivement, mais parce que, je sais pas, j'imagine que vous avez fait des expériences d'interaction entre buddies qui ont éventuellement des cultures différentes, parce que je vois que celui-ci n'a pas la même culture que celui-là. Moi, j'ai une deuxième question, effectivement. Donc,
elle est plus technique. C'est comment est stocker toute la culture que Elisabeth a transmis à son buddy. Moi, j'ai fait des expériences avec GPT, enfin, je vais vous la raconter très brièvement. Je voulais faire dans le cadre d'un atelier d'innovation. Dans le cadre d'un atelier d'innovation, ce que je voulais montrer, c'est qu'avec GPT, simplement, en utilisant GPT, une session GPT, j'ai enfilé donc des fichiers CSV pour ma généalogie, pour les médicaments de ma belle-mère, j'ai mis mon agenda en fichier XML, je lui ai rentré ça directement dans la session. Et puis après, donc, la petite démonstration, donc ça c'est le contexte de ma vie à moi, et de celle de ma belle-mère, qui est Alzheimer. Le contexte, c'est de dire, et après, une fois avoir injecté ce contexte, je pouvais poser des questions sur, dis-moi, quel est la liste de mes médicaments, quel est mon prochain rendez-vous chez le médecin, etc. J'étais donc limité par le nombre de tokens que je pouvais injecter dans une session GPT. En plus, c'est une session GPT 3.5, donc j'avais 4096 tokens, pas beaucoup. Donc, du coup, je reviens à ma question, comment la culture qu'Elisabeth injecte est stockée? Il y a plusieurs façons, soit on fait du fine-tuning, soit on complète la session. Enfin bon, j'ai suivi une session avec AWS Amazon hier avec mon collègue, là, eux ils font ce qu'ils appellent du RAG, du retrieval d'informations, donc perso, augmented, c'est-à-dire j'augmente le prompt, et puis ensuite je vais générer la réponse. Technologiquement, comment vous faites pour acculturer votre jeudi? Oui, je réponds. En fait, nous, on a un fichier globalement qui va gérer tous les paramètres du buddy dans ses interactions et aussi dans sa connaissance du contexte ou de la personne, etc. Donc, a priori, mais peut-être fait encore d'autres choses, mais elle va alimenter ce document avec sa vie, son œuvre, tout ça, hein, et donc intégré dans le robot. Et ça veut dire que dans une session, parce que j'imagine que là on a une session avec une IA comme GPT, par exemple, ça veut dire que c'est une immense session dans laquelle vous avez tout ce contexte-là qui vient à chaque fois être envoyé, enfin tout au moins la session est conservée. Et donc je veux dire que, enfin vous êtes sur GPT-4, j'imagine. Oui, enfin on en a plusieurs, mais là je ne sais pas si tu as changé, mais sinon c'est GPT-4. Parce que là, au niveau token, je crois qu'il y en a 32 000 des boîtes, 32 760, même peut-être plus d'ailleurs. Parce qu'à un moment, ça finit par déborder. Non, mais je pense que c'est un peu comme si vous aviez créé votre GPT, vous savez que GPT, vous créez des GPT, vous mettez dedans, et il les connaît tout le temps. Donc, vous mémorisez ce document et c'est sa base de départ. Oui, c'est un genre de pré-prompt. Ça veut dire que ces documents, ça veut dire que vous avez un modèle de fondation que vous avez recréé et vous avez fait du fine-tuning, du réapprentissage. Après, il faut rentrer dans c'est le réseau de neurones qui va être. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est que je fais dans le numéro 2, mais je vais rentrer dans le détail si vous voulez. Non, mais même GPT, vous avez, en tant qu'humain, quand vous l'utilisez, vous pouvez créer ce qu'on appelle des GPTs, donc vos GPT à vous. Ça vous dit, voilà, je veux créer mon GPT. Je te donne ces documents-là. C'est ta base, en plus de ta connaissance générale de GPT. D'accord? Vous pouvez donner 10 documents, 15 documents, des liens web maintenant, voilà. Et avec ça, il va tenir ce contexte que vous lui avez donné, plus tout ce qu'il a accès. Oui, il va vous répondre, donc il va savoir si par exemple vous dites, tu peux donner mon CV, donc si vous voulez donner le CV dans votre base, il va donner votre CV, il va dire, ouais, vous êtes un tel, etc. Oui, mais après, c'est un problème de volume. On ne peut pas enfiler des bibliothèques. Non, mais après, on parle de RAG, après, on parle dans des systèmes, vous allez apprendre et faire que votre système l'apprend, ou réduire des spécialités. Parce que GPT, c'est général. Moi, il y a beaucoup de choses. Si demain, je veux utiliser, parce que je veux très bien un usage, je veux l'utiliser pour un domaine très précis, dit, exemple, je veux dire qu'il est spécialiste d'un sujet. Là, on va l'entraîner sur un sujet, il est spécialisé. Et là, on va plus faire que du GPT, on va vraiment le spécialiser avec des LLM pour faire une connaissance spécialisée. Et là, vous rentrez dans une autre dimension. Alors, cher monsieur, bon, le sujet est passionnant. Ce que je vous propose, c'est que les dialogues,
Mais très très bien, hein. On les fasse au moment du cocktail, ce sera plus intéressant. Donc, vous avez peut-être une question? Une question plus générale, c'est parce qu'on a parlé beaucoup d'émotions. Oui. Il y a beaucoup de sujets parler très, très forts, parce que le micro- Oui. Ah oui, Vous pouvez vous approcher si vous voulez. Ouais, parce que m'intéresser, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ou du moins peut-être le futur, est-ce que typiquement Buddy fait de la reconnaissance faciale, où il écoute la voix, la prosodie, l'analyse vocale, pour en déduire justement un caractère empathique de la personne, c'est-à-dire de comprendre le côté émotionnel. Hein, si par exemple vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, etc., est-ce qu'il va détecter dans la voix et dans le physique qu'il y a un problème, ou qu'il est content, D'accord, qu'il on a compris. s'adapte par rapport à ça. Ouais, c'est Alors- c'est un vrai sujet hein, de créer de l'empathie d'un robot vers des personnes et de pouvoir s'adapter en fonction du contexte émotionnel. Alors, nous, on fait de la reconnaissance faciale. Ensuite, sur de la reconnaissance d'émotions en vision, aujourd'hui, enfin, il y a quand même pas de vraie technologie qui fonctionne bien, en tout cas. Après, si vous souriez, ok, il va dire vous êtes heureux, si vous faites la tête, vous êtes triste ou énervé. Après, dans la vie de tous les jours, on sait très bien que c'est pas si simple que ça. Nous, on travaille dans un projet de recherche européen sur le sujet, justement, plutôt orienté vers les seniors, mais c'est à peu près la même chose pour tout le monde, pour essayer de tenter de comprendre les émotions enfin, en intégrant à la fois la vision, donc quand même en effet la position de vos yeux, de votre bouche, etc., la prosodie, ce qu'il y a, le texte, la façon donc de parler, pour essayer d'en déduire voilà, un état émotionnel. Mais aujourd'hui, nous en tout cas, c'est pas disponible dans le robot, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Mais qui aujourd'hui, en tout cas, nous on n'a pas trouvé de technologie qui permettait d'avoir vraiment quelque chose de fiable. D'accord, c'est très honnête de votre part de. Un petit exemple, donc on était en expo à Mairie du 16e le week-end dernier. À la fin du vernissage, il y avait un monsieur un peu éméché qui vient voir Buddy et qui dit la première phrase, Buddy, j'ai envie de te frapper. J'ai envie de te frapper? Et là, Buddy a été extraordinaire, il a gardé son calme, sa bienveillance et son empathie. Il a dit, oh, mais je suis désolé que tu aies cette émotion. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je peux t'aider? Et donc là, le monsieur a été totalement désarçonné. D'un socialiste? En effet, on fait l'analyse aussi, malgré tout ça, on le fait déjà, l'analyse de ce qu'il va dire ou de ce qu'il comprend, et il va changer son état émotionnel. Si vous lui dites, je suis vraiment fatigué aujourd'hui, j'en peux plus, ou je me suis disputé avec ma femme, ça va pas, bah, il va adapter voilà. Quand même. Monsieur, Voilà, D'accord. c'est assez compliqué. Et là, Merci. ce qui est aussi intéressant, c'est que le juste de faire de l'analyse du texte, excusez-moi, vidéo, permet aussi de donner un sentiment sur ce qui vient d'être dit. en fait, c'est pour Monsieur Monsieur Assel. Non, c'est pas moi. Ah oui. C'est une question, oui. Oui. Mais cette éducation, vous avez entendu la question? En fait, c'est pour moi. j'ai envoyé un, Vous pouvez merci monsieur de votre question. On vous C'est pas écoute. Buddy là. On vous écoute, monsieur. Ah ben on l'a perdu. Hein? oui, Monsieur Est-ce Assel, que vous vous pouvez m'entendez? taper, s'il vous plaît, monsieur, votre question dans le chat qui est à votre disposition en ligne et on la lira, promis. Bon, on enchaîne. Moi, j'avais quand même une question. On sait très bien que on parle d'hallucination quelque part. Même Julia, qui est le père de Siri, a écrit un livre, L'intelligence artificielle n'existe pas. On parle quelquefois de 60%. Est-ce que Buddy se trompe parfois? Il s'est trompé tout à l'heure. C'est pas gentil, hein, mais cette question. Oui, Mais vous, madame, vous, Elisabeth, vous avez des cas où vous dites il hallucine? Mais ça fait partie du processus artistique. C'est-à-dire que s'il hallucine, à la limite, c'est bien pour moi. C'est parce que vous n'avez pas posé votre Parce que c'est prompt. mon process artistique. C'est mon process imaginaire. Donc, à la limite, moi, ça m'aide. Bon, après, dans les cas Non, mais il s'agirait de vraiment d'une réponse totalement incompréhensible, Non, quoi. il l'a eu, mais après, en fait, on peut régler le curseur. C'est-à-dire que dans le prompt, on a la température du moteur. Ah, d'accord. Et si effectivement on le pousse à 2, là, il devient totalement hallucinant. Ah, c'est ça. Par contre, moi, j'ai réduit son curseur et soit vraiment normal. Hallucinant mais créatif. Ok. dans nos usages, en effet, moi, j'ai même pas de souvenir où il a vraiment dit n'importe quoi. Voilà. Alors, on a la question du monsieur, si tu veux la lire. La question, c'est, monsieur Azzer, avez-vous reçu mon mail du 14 novembre 2024 concernant mon sujet de thèse? Tout à fait. Je vais regarder, je me rappelle. C'est quoi le sujet de thèse? En fait, ça serait, ça serait sur l'autre, vu que je suis autiste et j'aimerais
faire un sujet test sur l'utilisation de l'IA sur l'autisme. Ah, très bien. Eh ben, avec plaisir pour en discuter. Enfin, si vous avez mon email, n'hésitez pas à me renvoyer un email et je serai vigilant et attentif. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Geneviève, très fort et une vraie question, hein, un point d'interrogation au bout. Hein. Je voudrais savoir, quand j'ai un body chez moi, il faut que j'ai Internet et un abonnement ChatGPT, enfin, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut techniquement? Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est la plateforme de crowdfunding que vous avez utilisée, j'aurais aimé savoir laquelle c'est. Et la troisième question, c'est est-ce que vous travaillez avec Laurence de Villers? Très bien. Ouais. Bah, c'est déjà pas mal comme trois. Vas-y. Donc, première question. Alors aujourd'hui, ChatGPT, c'est, on va dire, c'est en bêta, hein, comme Monsieur l'expliquait et Isabelle. Donc, mais on va très bientôt là sortir donc une version officielle où il y a juste l'abonnement à Bluefrog de payer et il y aura c'est nous qui gérons. Qui incorporerait. Exactement. Voilà, exactement. D'accord. Deuxième question. Ah oui, donc on a utilisé Indiegogo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, une des plus grosses plateformes avec Kickstarter, et qui est une plateforme internationale. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait que c'était en dollars, parce que voilà, on l'a ouvert à beaucoup de pays, pas que la France. D'ailleurs, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a eu 30% des participants qui étaient en France, 30% aux États-Unis, enfin Amérique du Nord, et 30% le reste du Nord. On a vraiment des régions où on voit qu'il y a un vrai intérêt. C'est pas trop compliqué d'avoir des investisseurs Comme je le disais, c'était pas du crowdfunding en equity, donc c'est pas les investisseurs. En fait, la réalité, c'est des gens qui donnent une contribution, donc c'est même pas de la prévente en fait. Une souscription. Même pas. C'est une contribution pour soutenir le projet et en échange, vous pouvez, alors, normalement on doit, et voilà, vous pouvez donner une contrepartie, en l'occurrence le robot. Et la troisième question, c'est… Laurence, oui, moi j'avais participé à une émission d'Antoine Spire avec elle. Pourquoi justement tu poses la question de savoir vous la connaissez? Oui, on la connaît très très bien depuis longtemps et on travaille avec elle, notamment sur le projet européen dont je viens de parler sur la reconnaissance d'émotions. Et on se croise très souvent sur des conférences et autres. Et elle a un buddy avec lequel elle travaille. Ah d'accord, très bien. On était ensemble à l'AIM la semaine dernière. À Marseille? À Marseille, exactement. Invité par Rodolphe Saadé, justement, à parler de Buddy, et elle a présenté en effet tout l'intérêt des IA génératives intégrées dans des robots comme Buddy, enfin voilà, pour tous les cas d'usage dont on a parlé. Voilà. Alors on a encore une question en ligne, si tu veux, mon cher Vincent, la lire très fort. Est-ce qu'il y a des différences individuelles dans l'interaction sociale avec Buddy? Des différences individuelles avec quoi? Dans l'interaction sociale avec Buddy. J'espérais que vous compreniez la question. Nous, on a du mal. Alors, si c'est des différences avec des humains, bah oui, forcément. Même si on essaie de se rapprocher au maximum et des interactions qu'on aurait entre nous tous. Mais oui, forcément, il y a quand même des différences. Et puis, on essaye aussi, je parlais tout à l'heure, on a d'éthique. Nous, on a créé un département éthique chez Bluefrog Robotics. On a même rédigé un livre blanc, l'éthique de la robotique sociale et de l'IA, et on organise une conférence tous les ans qui s'appelle le CERIA et qui rassemble plusieurs centaines de personnes maintenant. Et parce que l'éthique, c'est vraiment un point important, c'est-à-dire que même si on fait des robots for good, donc des robots qui on pense et on essaye qu'ils aident le maximum de personnes, et notamment les plus fragiles, il faut quand même se poser des questions sur les biais que ça peut entraîner. Typiquement, on parlait d'enfants autistes. C'est super que les enfants autistes puissent progresser avec le robot. Maintenant, il ne faut pas non plus créer une dépendance du robot pour que l'enfant, ne s'intéresse plus aux autres personnes. Donc voilà, par exemple, ou je mets le robot chez une personne âgée qui est isolée, qui va peut-être donc créer une relation, c'est un peu le but, avec ce robot. Et donc, faut-il lui faire croire, ou en tout cas donner l'impression que ce robot a des sentiments pour elle, et qui ressent des émotions. Voilà, c'est des vraies questions. Je ne dis pas qu'il y a des bonnes ou de mauvaises raisons. En tout cas, se poser la question, c'est vraiment important. Et ensuite, avoir surtout la capacité et l'envie
d'expliquer aux gens, d'être le plus transparent possible. Et en effet, demain, si on est bien transparent, mais qu'une personne âgée qui est isolée, eh ben, ça lui fait du bien d'avoir ce robot compagnon avec elle, qu'elle croit ou pas, qui freine les émotions ou pas, eh ben, tant mieux. Par contre, voilà, nous, on essaie de faire attention à tout ça. Très bien. Parfait. Est-ce que Body est gourmand en électricité? Non, Buddy, ça va. Buddy, il a une autonomie, on va dire, de 8 heures, enfin 8 heures. On recharge sur la globalement. prise de courant? Après, il a une station de recharge, donc il peut aller se recharger tout seul. Voilà. Puis après, plus on va l'utiliser, Donc plus. c'est pas énorme, quoi. Non, c'est pas énorme. Pour les personnes âgées, c'est vraiment important. C'est Oui. l'autonomie à se recharger tout seul. Je pense à ma belle-mère, elle serait incapable de le brancher. Ah oui, C'est notamment une des raisons, j'expliquais tout à l'heure, qu'on n'a pas été tout de suite sur le marché des seniors alors que la boîte était créée pour ça au départ. C'est aussi une des raisons, c'est qu'on n'avait pas de station de recharge. Et en effet, on ne pouvait pas demander à des personnes âgées d'aller se baisser pour brancher le robot. Là, ça fait quelques semaines, c'est tout frais, où on a cette station de recharge. Et donc, c'est pour ça qu'on commence vraiment à déployer et à expérimenter avec plus de personnes, plus de seniors, ces usages-là. Il y a encore 2 questions en ligne sur le chat, Vincent. Alors, une question pour l'artiste. Est-ce que vous avez collaboré avec d'autres artistes galeries ou est-ce une démarche intimiste pour le moment? Au départ, c'était une démarche intimiste, mais maintenant, je travaille avec un galériste qui trouve que le projet est super novateur. Et donc, on monte ensemble un projet pour pouvoir ensuite m'exporter avec Buddy dans des entreprises pour faire des expos itinérantes ou pour faire des expos, voilà, soit en galerie, en entreprise, voilà. Donc, je travaille avec un galeriste. Et donc, dernière question. Est-ce que vous envisagez la possibilité d'intégrer des LLM open source au lieu de ChatGPT? J'utilise la version bêta sur Spark et ça marche très bien, mais il faut toujours passer par Spark et donc Buddy n'est pas très spontané dans l'interaction vocale quand c'est sur Spark. Je propose de laisser toujours la possibilité aux utilisateurs ayant Buddy de gérer par eux-mêmes l'API OpenAI. Et ma question est pour Monsieur Hasselwander. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Spark, c'est une suite applicative, une plateforme no-code qui permet à nos clients de pouvoir créer eux-mêmes des scénarios interactifs avec le robot. Notamment, c'est utilisé pas mal pour l'accueil, hôtel, etc. Et aussi pour faire des activités avec les enfants. Et donc, dans cette plateforme Spark, on a différents sous-applications, petites applications, et donc il y en a une qui intègre ChatGPT. Sauf que c'est un petit peu plus limité, c'est pas ce qu'utilise. Tu utilises aussi. Non, voilà. Oui. Et donc en effet, dans cette situation-là, c'est uniquement ChatGPT. Par contre, moi j'ai répondu à Madame tout à l'heure que prochainement on allait proposer l'application Buddy GPT. Vous avez le nom en avant-première. Voilà, vous êtes les premiers à le savoir. On intègre plusieurs types d'IA générative. Et on laissera la possibilité aux utilisateurs de choisir si c'est du ChatGPT, si c'est du Mistral aujourd'hui, si c'est du Claude, et bientôt on va avoir Llama. Voilà. J'étais avec un vice-président de Meta, à IM Marseille encore une fois. Et Gemini, alors si potentiellement, mais pas tout de suite. Voilà. Mais oui, je voudrais redonner la parole à Gilbert qui a des questions parce avec son expérience et de me permettre de rajouter un petit mot avant Gilbert. Oui. Buddy, c'est aussi une plateforme ouverte en fait, comme je disais, avec son SDK. Donc ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui qui dirait, moi je vais utiliser mon LLM que j'ai entraîné moi-même, que peu importe. Ah oui. En fait, ils peuvent développer ce qu'ils veulent et intégrer ce qu'ils veulent dans le robot. Donc on parlait d'Unit là, veut dire il y a des gens qui ont d'autres idées d'intégration de LLM, monsieur en avait notamment, c'est complètement ouvert, c'est des outils qui sont très simples de prise en main. C'est une plateforme Android, mais en fait vous pouvez développer sous un PC Windows, Linux, ce que vous voulez, c'est très facile. Et donc vous pouvez intégrer n'importe quelle IA générative sur laquelle vous travaillez, pas uniquement celle qu'on met à disposition. C'est juste que c'est via le SDK et ce ne sera pas une application, je dirais, grand public utilisable comme ça. Oui, alors. Moi, j'avais une question bête. Est-ce qu'il passe le critère de Turing? Vous avez essayé? C'est une bonne question, on l'a pas essayé. Alors moi, je l'ai essayé à titre personnel sur ChatGPT. Alors, évidemment, ça veut rien dire, parce que ça dépend de la personne, ça dépend de. Mais moi, j'ai pris 2 personnes à qui j'ai dit, tu vas parler à ChatGPT et tu vas me dire, toi, si c'est moi qui parle ou si c'est un robot.
Et ils ont passé à peu près un quart d'heure ou 20 minutes, et la réponse était je ne sais pas. Donc on est déjà assez près. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, le critère de Turing, c'est un critère qui avait été lancé donc dans les années 40, je sais pas combien, un peu, ouais, et qui tendait à montrer si une machine est intelligente. Et le jeu, c'était on vous met devant un terminal et vous avez au bout soit une machine, soit un homme et vous ne le savez pas. Et si après avoir travaillé, échangé avec lui ou la machine ou la personne, vous ne savez pas dire si c'est un homme ou une machine, alors la machine est intelligente. Alors évidemment, il y a un problème, c'est que toutes les machines aujourd'hui, et même encore sans doute pour longtemps, auront une personnalité elles-mêmes, même si elles sont très humaines. Alors, si la personne qui fait le test est au courant des personnalités de l'IA, évidemment, le jeu est biaisé. Donc, il faut prendre quelqu'un qui est neutre là-dedans. Donc, c'est un petit jeu qui est intéressant et on peut le faire à différents niveaux et c'est sans doute un argument commercial amusant. C'est intéressant. Voilà, suggestion. Question? Non, c'est juste une petite remarque. J'ai fait beaucoup de montagne avec des guides à Chamonix, et je continuerai à prendre des guides plutôt que des robots. Très bien. Alors, monsieur, vous parlez très fort, s'il vous plaît, parce que nos moyens techniques. Allez-y. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a, vous avez des exemples de rejet? Que finalement, les robots, auprès d'une personne âgée, c'est pas forcément immédiat. Ok, on peut être séduit par le côté ludique dans un premier temps, mais il peut y avoir aussi des situations de rejet. Est-ce que vous avez des exemples? Et si vous en avez, comment vous gérez dans ce cas-là? Comment vous passez de cette situation de rejet à une acceptation plus... Là, vous parlez pas du robot qui rejette la personne, c'est la personne qui rejette le robot. C'est bien ça, hein? Oui, aujourd'hui, on n'est pas prêt à accueillir un robot chez soi. Non, mais alors faut pas l'acheter à ce moment-là. Non, mais pour être très honnête, on a des vrais rejets, on n'en a pas eu. Par contre, on a pu avoir, notamment auprès des personnes âgées, ou une indifférence en disant bon, je sais pas ce que c'est que ce truc-là, ça m'intéresse ou pas. Ça, c'est le truc de départ. Et très rapidement, vous leur dites, mais regarde, là, essaye de le caresser pour voir. Non, mais ça paraît anodin comme ça. Et faites ça, c'est bon, c'est parti en fait. Et donc des personnes âgées qui disaient bon non, ça ne sert à rien, on s'est retrouvé pendant 10 minutes. Ah, elle était là, à le caresser, à lui parler. Donc c'est vraiment ce côté affectif, créer ce lien. Ça passe, bah oui, parce que on se le caresser, parce qu'on peut lui parler, parce qu'il est mignon, etc. Tout va pas parler aux mêmes personnes, mais en fond, chacun va y trouver son compte. Enfin, je dis pas que tout le monde va prendre tout le temps de vendredi, mais c'est vrai que globalement, même des gens qui sont assez réticents à la technologie, vont avoir, entre guillemets, que voilà, c'est un robot, comme on le disait, c'est pas de la technologie, là. Vous voyez pas un robot, enfin, vous voyez pas une carte mère avec un écran. C'est tout à fait. Un personnage et pourquoi rejeter ce personnage? Au pire, bon, ça m'intéresse pas, mais je peux pas le rejeter. À moins d'être, en effet, alcoolisé, et puis de pouvoir le frapper. Et d'ailleurs, après l'embrasser, vous voyez, l'embrasser. Et d'ailleurs, Baudy a beaucoup de chance d'être sur les genoux d'Elisabeth Colombo, hein. Faut quand même le dire. C'est celui qui était sur les miens, non? Pas sur les tiens, sur les vôtres. Chacun choisit. Pour rebondir sur la remarque très pertinente en termes de rejet, est-ce que, Rodolphe, vous pourriez repréciser justement la stratégie de l'entreprise aujourd'hui commercialement de viser un développement de robots par l'intermédiaire des entreprises plutôt que d'attaquer directement le marché du grand public qui aujourd'hui est un marché peut-être plus en demande, mais pas complètement mature? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. Nous, on fait pas du B2C aujourd'hui, on fait du B2B2C, et on compte sur ces partenaires-là. Donc, par exemple, demain, ça peut être des mutuelles qui vont acheter ou développer avec nous des robots pour proposer à des seniors ou de la téléassistance, etc., de rajouter ça dans leurs offres. Ça peut être typiquement hier, j'étais en réunion avec Honnête. Vous connaissez tous ce grand groupe. Moi, je ne savais pas qu'Honnête faisait aussi de l'accueil, par exemple, et de la sécurité. Et donc, ils sont venus nous voir parce qu'ils voudraient rajouter dans leurs offres d'accueil des robots, parce que aujourd'hui, à la fois, ils placent des gens, bien entendu, mais par exemple, l'accueil qui est ouvert de 8h à 19h,
peut pas avoir une seule personne. Donc, bah, s'il y a qu'une personne, en effet, le matin, pendant 1 heure, il y a personne, le soir, il y a personne, bah, Buddy comble ses trous et donc est disponible avant que la personne arrive, pendant la pause midi, etc. Donc, nous, on cherche et notre développement passe par ces partenariats avec des grands groupes, aussi des petits, bien sûr, qui vont nous aider, parce que déjà d'une, on n'est pas spécialiste de tout. Et donc, chaque groupe connaît son métier, connaît ses clients et va utiliser Buddy du mieux possible avec toutes ses capacités d'interaction émotionnelle, d'IA, etc. pour améliorer leur service, le plus rentable, enfin voilà, en fonction de chacun. Et voilà, si je réponds bien à votre question. Oui, vous répondez à ma question, mais est-ce que justement aujourd'hui, le thème de cette conférence étant l'intelligence artificielle avec l'impact sur la robotique, quel est le secteur qui, en termes de souveraineté, bien que j'ai un peu la réponse, serait prépondérant pour permettre la meilleure évolution possible de cette intelligence artificielle au travers de la robotique comme au travers de l'industrie, par exemple? Bonne question. Bah, c'est-à-dire la... Oui, répondre. Non, mais ça peut s'adresser aussi à vous, messieurs, parce que vous avez peut-être un angle plus économique, et plus général. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de souveraineté, de souveraineté au niveau de l'intelligence artificielle. On sait que les enjeux sont majeurs pour la France, mais aussi pour l'Europe et à l'échelon international. Maintenant, quid de cette souveraineté quand elle impacte différents secteurs, des secteurs comme la robotique, des secteurs comme l'industrie au sens large? Comment repositionner l'intelligence artificielle et son développement dans des enjeux stratégiques de souveraineté? Écoutez, c'est une bonne question. Au début de la présentation, j'ai quand même dit qu'à mon avis, l'intelligence artificielle devait être vue comme une accélération au sein de la transformation, la métamorphose numérique globale de cette troisième révolution industrielle qui date de 1980. Donc les coups d'accélérateur, ça a été évidemment Internet, les coups d'accélérateur, ça a été probablement le smartphone, ça a été la 5G. Tous ces sujets-là, on a essayé de les traiter dans le cadre des entretiens économiques d'IESF, ici présents. La réalité, elle est là. Maintenant, les débats de souveraineté, si vous voulez, ça peut faire l'objet d'autres sujets. La place, c'est très complexe pour répondre. Est-ce que l'IA a une spécificité? On lit, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, qu'il y a peut-être un espoir de reprendre la main dans certains domaines. Voilà, mais c'est très 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 complexe de répondre à la question. Je vous rejoins. Voilà. Merci. Tu veux ajouter quelque chose? Oui. Moi, je pense que le problème de l'IA, il a plusieurs volets. Il a un volet recherche scientifique, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle sera capable de faire, compte tenu des résultats des labos, compte tenu de l'évolution de la technologie, etc. Bon, ça c'est un premier volet. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, cet aspect-là dépend du bon vouloir ou de l'intérêt scientifique et économique de quelques types en Californie. Donc, c'est pas très notamment facile. un qui est devenu l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, suite à une certaine élection. Bon, par exemple. Ça prouve quand même que le sujet... Ça, c'est un premier sujet. Alors, le deuxième sujet, c'est l'insertion de l'IA dans nos sociétés. Alors, beaucoup de gens, à la fois trouvent drôle de jouer avec de l'IA, mais d'un autre côté se disent le potentiel de changement de nos sociétés par l'IA, il est énorme. Il est aussi puissant, aussi fort, peut-être sans doute plus, parce que notre cerveau est peut-être plus important que nos muscles, que l'apparition de la machine à vapeur. Ça, c'est évident. Alors, les gens se posent la question, si cette puissance-là, tu la mets dans de mauvaises mains, ou même dans des mains peu réfléchies, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qui nous attend? Alors, mettre l'ensemble de la puissance de l'IA américaine dans les mains de Poutine, on est sans doute tous russes dans les 6 mois. Donc ça, c'est des vraies questions que se posent les gens. Et il n'y a pas de réponse, au fond, parce que ça dépend, tout ça, ça dépend de l'évolution de l'humanité qui elle-même est de nature, j'utilise le mot au sens scientifique du terme, chaotique. C'est-à-dire qu'il dépend d'un petit effet papillon dans un coin qui change tout. Donc c'est presque impossible
de prévoir où ça nous mène. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est développer des applications dans des domaines qui ont un intérêt direct, clair, un peu indiscutable. Par exemple, analyser les images de rayons X des cancers. Bon, ça c'est une application claire. Mais il me semble que rendre, alors pas seulement les robots, mais les machines en général plus humaines, que leur interaction soit plus humaine, ça change les relations de l'humanité avec ces machines. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas quelle est votre expérience, mais moi je suis quand même du domaine de l'informatique. Et ben, quand je me mets devant les outils informatiques disponibles aujourd'hui, ça devient de plus en plus invivable. Alors, à cause du fait qu'on a inventé des tas d'applications tellement vite qu'il y en a une sur deux qui marche pas bien, parce que les interfaces homme-machine sont quand même globalement nulles, etc. Donc, rendre l'interaction entre l'homme et ses productions technologiques plus agréables, plus vivables, ça, je pense que c'est un atout important. Alors, Body est évidemment une marche dans ce sens-là. Alors après, moi, j'ai un autre sujet, c'est que c'est en train de faire éclater notre société entre ceux qui vont utiliser intelligemment, tirer bien parti, apprécier, donc jouer avec l'IA, et puis ceux qui vont regarder ça de loin en disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Et ça, c'est d'où une fracture qui va être terrible, terrible. Bien pire que le bon usage de l'iPhone ou du smartphone. Ouais. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et moi, dans mes discussions avec des gens vraiment de tout niveau d'éducation, on voit apparaître ces craintes. Ils ont raison quelque part. Voilà.